Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va clore une journée bien remplie pour une partie du public, puisque les Mardis de l'égalité ont le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux classes de seconde, du lycée Jean Brito et du lycée Mendes France, qui, après avoir visité, entendu un certain nombre d'acteurs de la vie sur le campus, vont pouvoir assister à une conférence donc des Mardis de l'égalité, une conférence donnée par un enseignant-chercheur de l'établissement, Stéphane Eas, spécialiste de sociologie et qui plus particulièrement va proposer une réflexion autour de la question des discriminations dans le sport. Donc, vous voyez, vous avez entendu parler beaucoup ce matin des laboratoires, des équipes de recherche. Donc, ce soir, vous avez un exercice, parce que pour nous, c'est un petit peu ça, présenter des résultats de la recherche dans le cadre d'une certaine vulgarisation, parce que malgré tout, ça ne va pas être hermétique, trop scientifiquement jargonnant pour vous, mais présenter des résultats de recherche de façon à ce que le travail qui est fait par les chercheurs puisse être mis au service d'une réflexion plus large, pour un public plus large. Et j'espère que par rapport à un certain nombre de questions que vous aurez pu voir posées pendant la journée, eh bien, vous aurez encore des compléments, des pistes. Donc, je laisse mon collègue Stéphane Eas se présenter tout seul, parce qu'il le fera beaucoup mieux. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée sur notre campus à Rennes 2, à Rennes 1 aussi pour ceux qui étaient ce matin sur le campus de Beaulieu, et que cette conférence sera le grand moment de la journée. Voilà. Donc Stéphane, je te laisse te présenter. Merci. Donc Stéphane Eas, je suis sociologue. J'ai fait des études à Nantes, puis à Paris, puis à Strasbourg, et je suis désormais ici. C'est aussi pour vous indiquer que les chercheurs transitent, bougent beaucoup plus. Et encore, je n'ai pas fait d'international, alors que devant, il y a des étudiants qui vont faire obligatoirement d'international. Donc, je suis sociologue dans une fac de sciences de sport. Et ce ne sera pas véritablement des résultats, mais une sorte de méta-analyse sur la question des discriminations. C'est-à-dire que je ne vais pas vous embêter avec les questions de comment on s'y prend pour avoir des résultats et quels sont les résultats précis. Ça serait très fastidieux, surtout en fin de journée. Mais des éléments que vous pourrez mémoriser facilement, j'espère, avec quelques visuels. Pas choquants, j'ai pris des choses pas du tout choquantes, mais j'aurais pu utiliser des visuels choquants, puisque la question des discriminations est tout sauf une question marrante, puisqu'il y a mort d'homme, mort de femme, éventuellement mort d'enfant. Donc je vais pas être dans la version dramatique, mais n'oubliez pas, pendant tous ces trois quarts d'heure, n'oubliez pas qu'il y a potentiellement mort d'hommes, d'êtres humains. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un travail que j'ai fait, qui a été rassemblé dans cet ouvrage. J'y reviendrai. Il a été publié il y a une dizaine d'années. Là aussi, c'est un deuxième élément que vous devez avoir en tête. Les chercheurs travaillent souvent sur du temps très long. Donc, quelques années, c'est pas grand-chose en fait pour une enquête. Une enquête en moins de 2 ou 3 ans, c'est très rare. En sciences humaines et sociales, des enquêtes peuvent durer 10, 20, 30, 40 ans. D'accord ? Donc, deuxième élément que vous devez avoir en tête. Donc ce travail des discriminations, c'était une revue de littérature internationale que j'ai arrêtée en 2008 et qui n'a été publiée qu'en 2010. Donc chez les presses universitaires de Nancy, dans cet ouvrage, qui a été très peu lu. Ça aussi, c'est une troisième caractéristique. Les sciences ne sont pas lues par une masse d'individus. Ils sont lus par des spécialistes. Donc un ouvrage spécialisé est lu par quelques dizaines de personnes, parfois quelques centaines, rarement quelques milliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas de best-seller en sciences, c'est très rare quand on publie. D'accord ?
Ces dernières années, je travaille plus spécifiquement sur la peau et les poils. Ça peut vous paraître surprenant, mais la peau et les poils, c'est beaucoup plus sérieux encore, peut-être même que la question des discriminations. Et vous allez voir que les deux peuvent aller ensemble. J'ai créé un blog d'information où je ne suis pas très actif. J'ai fait un jeu de mots avec la marque Dima. Dima, c'est les sacs de sport en sciences du sport. Pour discrimination, insertion, minorité, altérité, je crois, de mémoire. Voilà. Alors, un plan, est-ce qu'il vous faut un plan quand même pour que vous soyez un peu cadré? Donc, 4 points. Les 2 premiers points concernent l'approche, la posture scientifique. Être un scientifique, ça exige certaines précautions, une certaine démarche, une posture tout à fait particulière. Et je vais insister, j'espère pas trop lourdement, sur ça. Sur 2 points quand même. En fait, j'ai pas réussi à le faire autrement que sur la moitié à peu près du temps. Avant d'aborder le 3e point, la question des discriminations. Et vous avez vu que dès le 4e point, je passe déjà sur autre chose. Donc j'espère que ça ne va pas vous dérouter, que vous allez tenir le choc. Normalement, oui, ça dure 45 minutes, donc vous devriez normalement tenir. Alors discriminer, donc sans vous faire du latin, c'est diviser, distinguer. On trie et on sépare. C'est surtout la question du traitement différentiel, différent. À chaque fois, je vous ai mis entre parenthèses le nom de certains auteurs. Là, c'est une auteure qui est spécialisée sur cette question-là. D'ailleurs, qui a eu un rôle politique après, d'ailleurs. Donc, si on trie les gens, ça a forcément des retentissements sur eux. Si on vous exclut d'un groupe, forcément, potentiellement, ça peut avoir une répercussion sur vous. Ces répercussions psychiques, intimes, peuvent avoir véritablement des conséquences en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Mais pour un sociologue qui travaille sur des groupes, les relations dans des groupes, que ce soit dans la famille, au niveau amical, au niveau professionnel, la question des discriminations, donc le fait d'être trié, d'être séparé d'un groupe sportif, par exemple, d'un pôle sportif, d'une équipe nationale, ça peut avoir des conséquences qui diffusent, j'allais dire, autour de l'individu. D'accord ? Donc l'individu peut être très mal, mais les personnes autour, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses parents, peuvent aussi être impactés par ce traitement différencié. Oui ? Je vais essayer de ne pas trop jargonner. Donc ça peut déboucher sur des suicides, voire sur des meurtres. On peut être tué parce qu'on est traité différemment. Je prendrai quelques exemples dans le milieu scolaire, mais pas trop. Ensuite, discriminer, traiter différemment, c'est donc des phénomènes collectifs et individuels. J'essaye de vous sensibiliser à ça. Mais c'est aussi et c'est là où la question du sport est un peu compliquée, c'est que le sport discrimine tout le temps. Et vous le savez si vous en faites du sport, puisqu'il y a des catégories d'âge, des catégories de sexe. Donc c'est licite ça, c'est pas illégal. Le sport est une exception. Le sport peut permettre, même exige, de trier. Vous le savez, pour ceux qui sont très forts en sport de compétition, on peut être surclassé, donc changer de catégorie d'âge si on est très très bon et qu'on écrase tout le monde dans sa catégorie d'âge. Ouais. Mais il y a un traitement différent qui est licite. Et donc ça, c'est pas au sens juridique une discrimination, puisqu'il y a une sorte d'exception de fonctionnement, qui est d'ailleurs critiquable. D'ailleurs, il y a des activités physiques et sportives qui essayent de contrer ces catégories d'âge ou de sexe. Oui, vous avez conscience que certaines activités physiques s'interdisent d'éliminer, de trier les catégories. En jouant en mix, obligatoirement, oui, avec des valides, des non-valides, des blancs, des jaunes, des verts. Ce n'est pas forcément le cas, partout. Bien sûr, ça varie suivant les pays. Donc, licite, illicite, manifeste, latent, donc c'est ce qui est vu manifestement, qu'on voit facilement, et latent, ce qui est beaucoup plus sous-jacent, moins visible, visible, invisible. Il y a conjoncturel et structurel. La question des quotas qui a été indiquée tout à l'heure, je suis juste arrivé, on disait un petit coup de pouce aux filles, aux femmes. Ouais, ça, c'est un quota, c'est une discrimination positive. Donc là, ça peut être considéré comme conjoncturel si on le fait pendant quelques années, ou structurel si on le fait tout le temps dans l'activité.
si on décide de l'inscrire dans un règlement. Il y aura toujours, je ne sais pas, 30% de femmes, ou 40% de femmes, ou 50% de femmes, où il y aura autant de femmes qu'il y a de femmes dans la population générale. Ça pourrait être structurellement imposé dans un règlement. Conscient, inconscient, alors je ne suis pas psychologue, mais vous comprenez aussi qu'on peut faire des choses d'une manière plus ou moins consciente dans notre vie. Et j'ai des collègues qui insistent beaucoup sur le fait que souvent, on n'est pas très conscient de ce qu'on fait, en fait, très concrètement, tous les jours. Donc, je n'insisterai pas lourdement là-dessus, mais la question de la discrimination, le tri, peut aussi se faire d'une manière beaucoup moins visible et beaucoup plus subtile qu'on le croit et pernicieuse qu'on le croit. Puisque, je vous le dis, ce sera le seul élément, non, il y aura une petite évocation sur une diapo, juridiquement, il est interdit de discriminer. C'est-à-dire que la discrimination sportive dont je vous ai parlé, là, est une exception. Pour l'instant, il n'est pas du tout sûr qu'elle se maintienne, puisqu'elle pourrait très facilement être considérée comme illégale. Elle ne l'est pas pour l'instant, mais ça pourrait venir éventuellement. Alors, comment j'en suis arrivé à travailler sur les discriminations ? Je ne sais pas si vous avez vu rapidement, mais mon laboratoire s'appelle Violence... avant, il s'appelait Violence, Identité, Politique et Sport. Violence, Innovation, Politique, Sport, Socialisation. Ça a changé récemment. Il y a toujours le mot violence. Je suis entré par la porte un petit peu brutale de le sport et les violences. Donc, qui sont des violences manifestes, quand il y a des coups qui sont échangés, qui peuvent être d'ailleurs des coups licites, là encore, qui peuvent être inscrits dans les règles sportives. On peut tabasser sous certaines conditions, on peut écraser quelqu'un sous certaines conditions, l'aplatir ou l'humilier. Si on le fait dans les règles du sport, ça n'est pas forcément illicite. Et donc on a travaillé sur des questions vraiment de violence manifestes. Et moi, je me suis très vite spécialisé sur les violences moins manifestes, plus latentes. Par exemple, en travaillant sur le football féminin, avant les années 2000, où là, les jeunes filles qui faisaient du football il y a 15-20 ans étaient très régulièrement humiliées, très régulièrement rabaissées, n'avaient pas de vestiaire, n'avaient pas de toilette, n'avaient pas de lieu pour se changer, n'avaient pas de tenue spécifique, n'avaient pas d'espace sur le terrain, ou avaient des créneaux horaires d'entraînement qui n'étaient pas du tout pratiques, etc., etc. Donc il y avait tout un tas de traitements à part, notamment pour le rugby et le football féminin. Ça s'est un tout petit peu amélioré en 20 ans, mais pas si sensiblement que ça. Le livre là donc je l'ai même pas relu, je l'ai pas relu parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit, mais juste pour vous indiquer, j'ai mis plus de 2 ans à trouver un éditeur. Ça, c'est une indication importante. Ça veut dire que la question des discriminations n'intéresse pas tant que ça, y compris les scientifiques. J'y reviendrai à la toute fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lectorat, donc les éditeurs sont assez frileux, et j'ai mis quand même plus de 2 ans à trouver un éditeur. Il a fallu que je paye d'ailleurs pour que cet ouvrage sorte. Donc là, ça veut dire que ça vous donne une indication sur ce qu'on peut analyser ou pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sport est suffisamment reconnu actuellement et suffisamment puissant pour, directement ou pas, nous interdire de travailler sur tel ou tel thème. Si on a du mal à publier, ça veut dire qu'il y a des freins. S'il y a des freins, ça veut dire qu'il y a des freineurs. Oui. Et donc, j'accuse personne. Je dis juste que je travaille juste depuis 22-23 ans en fac de sciences du sport. J'ai mis beaucoup de temps. Trop de temps, je dirais. Trop, j'insisterai pas trop. Alors voilà, ça c'était le préambule. Le cadre est un peu posé. Je commençais par une introduction où, pour travailler sur la question des discriminations, il faut travailler sur le corps. Ma collègue ne vous a pas précisé, mais ma porte d'entrée en fait dans le sport, c'est le corps. Je suis un sociologue du corps. Ça peut vous étonner, mais on est plusieurs dizaines en France à être spécialisés en sociologie du corps. Et donc la question du corps est une question très intéressante puisque la manière dont on pense le corps a très sensiblement changé depuis des siècles. Alors je vous l'ai mis d'une manière un peu rapide, mais un auteur comme David Le Breton, entre parenthèses, c'est la date de publication de l'ouvrage, et le 47, ça veut dire que c'est page 47, on peut trouver la référence où... alors, je ne vais pas insister, mais c'est des réflexes d'écriture et de pensée en fait scientifique.
on s'appuie toujours sur d'autres auteurs pour démontrer quelque chose. Ouais. Donc je ne vais pas aller au-delà de ça ce soir avec vous. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres, etc. D'abord parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Et ensuite, ça serait assez roboratif. Hein. Donc la rupture, dit la thèse de David Le Breton, c'est de dire qu'il y a une rupture fondamentale en Occident dans la manière dont on a pensé le corps. Et il l'a daté précisément, en 1543, André Vézal, un anatomiste et médecin belge, qui a disséqué des corps humains et qui a fait dessiner ces corps qu'on découpait. Il y avait des artistes avec lui, d'autres médecins avec lui, il y avait même des publics. Hein, c'était un spectacle, la dissection à l'époque. Et qui on découpait, hein, c'était souvent toujours des condamnés. Hein. Il y a même eu des dissections, vivisections, hein, sur des personnes vivantes. Ouais. Et l'intérêt, dit David Le Breton, pourquoi est-ce que c'est intéressant de penser qu'il y a une rupture? La rupture, c'est que, vous voyez le visuel, là? Alors, je vous ai juste coupé parce qu'il est en pied, en fait. Donc, on voit un squelette qui tient debout. Donc, déjà, c'est pas normal. Hein, un squelette ne peut pas tenir debout. Et surtout, il est dans une pose que j'ai indiquée romantisée. C'est-à-dire que c'est comme si ce dessin nous présentait le corps d'une certaine manière, comme un objet, mais on y rajoute des sentiments. Vous voyez, on a l'impression que le squelette est en train de penser sur la mort, la vie, la mort. Il philosophe. Bien sûr, un squelette ne peut pas faire ça en tant qu'objet. Ouais. Donc il y a une mise en scène tout à fait particulière. Et donc ça veut dire qu'on a commencé à penser le corps comme un objet. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas un objet. D'abord, avant, la dissection était interdite. Les chirurgiens étaient considérés comme des bouchers. C'était très dévalorisé de découper un corps. Et progressivement, au cours de décennies et de siècles, eh bien, la profession de chirurgien s'est installée, j'y reviendrai, et le fait de découper un corps humain a été valorisé. Très valorisé. Actuellement, être chirurgien, c'est très valorisé, dans tous les sens du terme, y compris financièrement. Très rentable d'être chirurgien actuellement. Ouais. Ce n'était pas du tout le cas au XVIe siècle. Donc il a fallu des siècles pour que nos mentalités changent. Et c'est ce que nous montre David Le Breton à partir de cet exemple-là. C'est bon, vous arrivez à... Juste, c'est pour vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut aborder la question plus triviale de la couleur de peau, de la discrimination par les cheveux longs ou pas les cheveux longs, les cheveux courts ou pas les cheveux courts, pour un homme ou une femme, etc. etc. C'est-à-dire qu'aborder la question du corps, ça veut dire qu'il faut penser le corps. Et en Occident, on n'a pas su faire autrement que de le penser comme un objet. On l'a objectivé au sens strict du terme. On l'a transformé en objet d'étude. Et je participe à cette objectivation. Hein, aussi, même si je ne découpe pas. Alors, cette conception, vous le verrez pour votre malheur ou votre bonheur, en terminale, quand vous aurez des cours de philosophie, on vous parlera de René Descartes et on vous parlera notamment des métaphysiques, de sa métaphysique, de sa manière d'aborder le corps qui est tout à fait particulière. Un siècle après Vézal, eh bien, il a confirmé le fait de penser le corps comme un ensemble de poulies, d'axes, et les étudiants de l'ENS qui sont devant, là, ils savent très bien parce qu'ils sont obligés de faire de la biomécanique et de la physiologie. Et ça, c'est le résultat de cette mise en objet, hein, du corps. Donc, ils doivent se taper des équations, des rapports de force, etc., et des angles, etc. D'accord ? Donc ça, c'est devenu alors, je ne veux pas utiliser le mot évidence, ça serait trompeur, mais c'est devenu obligatoire de penser le corps comme étant une machine. Et c'est très valorisé de le penser comme ça. Ok ? J'insiste pas tellement là-dessus. Le corps glisse donc dans le registre de ce qu'on appelle l'avoir. Sans faire de la philosophie, hein, il est objectivé. Il devient un objet. On peut en faire pas ce qu'on veut, mais on peut beaucoup plus faire de choses actuellement qu'il y a quelques siècles. On peut changer un rein et le mettre sur un autre corps. C'était complètement impensable, c'était même considéré comme un blasphème. Le poids de la religion était bien sûr très différent il y a 4 siècles, 5 siècles, 6 siècles. Et donc découper un corps, la créature de Dieu, soi-disant, hein, soi-disant pour le Dieu, hein, parce que la créature existe, mais c'est Dieu qui est soi-disant existant. J'insiste pas plus là-dessus. Donc, le registre de l'avoir, le corps est objectivé. Alors, je vais vous faire des liens maintenant avec 3 ou 4 auteurs. Norbert Elias, en 1939, a publié une thèse en allemand. C'est un juif, 39, c'est pas bon comme catégorie. Un juif allemand, c'est pas une bonne catégorie sociale. Donc il a publié en Suisse, en langue allemande,
Et elle n'a été traduite en français qu'en 71-73. C'est-à-dire des décennies plus tard. Ça aussi, c'est un indicateur socio-historique important. On peut écrire quelque chose de très intéressant que personne ne considère comme intéressant pendant des décennies. Parce que c'est écrit en allemand, parce que c'est écrit par un juif. Ouais. Je ne vais pas vous faire un cours sur Norbert Elias, mais il a démontré au fil des siècles, en travaillant sur des archives, donc sur des données essentiellement papier, des données anciennes, que le fait de réduire les violences qui a été imposé, je vous ai donné quelques repères, hein. Richelieu, par exemple, a proposé à Louis XIII d'interdire en 1626, enfin ça a été effectif en 1626, d'interdire que les nobles se tuent entre eux pour des histoires d'honneur. Honneur bafoué, vous savez, hein, vous avez vu ça dans les films de KPDP. Non. Donc on a interdit, officiellement, bien sûr, les duels ont continué. Mais ça devenait illégal. OK ? Le dernier duel, hein, pour la petite histoire, c'est un maire très connu en France, hein, Gaston Defferre, qui avait... ça c'est un peu oublié dans la petite histoire. Alors, les duels sont officiellement interdits, hein, depuis très longtemps. Il y en a quand même eu, il y en a toujours. Hein. Je vous rappelle qu'il y a plein de règlements de compte. Hein. On n'appelle pas ça des duels, mais ça reste quand même des histoires d'honneur. Vous en entendez toutes les semaines, hein, qu'il y a quelqu'un qui se fait tuer dans un quartier ou pas, dans la rue ou pas, chez lui ou pas, où on ne retrouve pas le corps. D'accord. Donc, le corps est traité très différemment. Et ce que vous devez comprendre avec la proposition de Norbert Elias, la thèse d'Elias, c'est de dire que la civilisation des mœurs, c'est un très mauvais terme d'ailleurs, il en convenait lui-même, c'est qu'il y a un adoucissement du rapport au corps, une interdiction de faire du mal et de se faire du mal, progressive. Donc progressivement, des institutions se sont mises en place. L'école, vous êtes à fond dedans, hein. L'école vous interdit de faire quelque chose. Si vous n'allez pas manger le midi, l'école appelle les parents. Où est votre enfant ? Il y a un contrôle. L'hôpital, l'armée, l'école, le sport sont des institutions de contrôle. Et ils contrôlent quoi ? Ils contrôlent que vous ne fassiez pas de mal aux autres et à vous-même. On s'inquiète pour vous. C'est pas du Big Brother, hein, mais d'accord ? Il y a des institutions qui sont là pour contrôler que vous ne faites pas du mal et que vous ne faites pas du mal aux autres. Et c'est d'autant plus le cas que c'est de plus en plus mal vu de faire du mal aux autres et de se faire du mal. Ce qui était beaucoup moins le cas il y a des décennies, il y a des siècles, où on pouvait découper son adversaire, c'était même très valorisé. Hein, vos jeux vidéo sont basés sur ce principe. On vous fait revivre des choses qu'on ne peut pas faire concrètement, actuellement. Il y a 5 siècles, on pouvait découper son adversaire. Il y a 10 siècles, on pouvait exposer la peau de son adversaire. Il y avait même des spécialistes. Si vous allez voir sur la revue Internet sur la peau, il y a un texte qui vient de sortir la semaine dernière, où en Rome antique, eh bien, quand on était un vainqueur, on montrait la puissance de sa victoire en tuant son adversaire, mais en le tuant proprement et en demandant à un spécialiste de dépecer et d'enlever la peau de votre ennemi que vous venez de tuer proprement pour pouvoir la sécher, l'exposer à l'entrée de votre porte. Ça, c'était le summum. Vous comprenez que c'est plus trop facile maintenant, hein. C'est plus trop toléré de faire ce genre de rapport au corps. Le corps est devenu... On ne peut pas le toucher de la même manière, on ne peut pas le tuer de la même manière. D'accord ? Donc c'est ce qu'il a appelé la civilisation des mœurs. De plus en plus, vous êtes contrôlés, vous vous autocontrôlez. Même si l'un d'entre vous a envie de crier, là, je lui défie de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Même si vous vouliez le faire, vous ne pourriez pas venir me donner une claque. Moi non plus. C'est devenu intolérable. Vous comprenez ça ? Ça, Norbert Elias l'a montré de cette manière magistrale. Donc on valorise très fortement l'autocontrôle. Donc on peut aller dans l'autre sens, et de plus en plus, on évite de se toucher. Se toucher est devenu de plus en plus mal vu dans nos sociétés. Il y a plein de sociétés où on se touche, on s'embrasse tout le temps. Et nos sociétés sont de plus en plus dans une mise à distance. Vos jeux vidéo, encore une fois, vos applications Internet participent de cette mise à distance. Vous avez des amis Facebook, Instagram, vous ne les touchez jamais. Ils sont à distance. C'est presque un résultat qu'avait anticipé Norbert Elias, paix à son âme. Alors, les activités physiques et sportives là-dedans, il faut que vous compreniez, Jacques Defrance était un grand ponte des sciences du sport, il est en retraite maintenant, il l'a montré dans un ouvrage qui est très facilement accessible, en sociologie du sport, comment le sport le plus souvent est présenté par ceux qui défendent le sport
comme étant une conquête de l'inutile. On va grimper l'Everest pour le plaisir de le grimper. Comme si c'était des actes libres et gratuits. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, le sport a toujours cherché des justifications pour son existence. Alors, quels sont ces types de justifications? Je vous en ai montré une un peu humoristique, parce que ceux qui me connaissent, les étudiants qui me connaissent, savent que j'ai du mal à faire sans humour. Voilà ce qu'on peut trouver, par exemple, j'ai du mal à lire parce que je vieillis, mais pendant la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, voilà ce qu'on voyait dans un journal. On voyait les activités des poilus. Alors là, ils sont noyés par la pluie, dans la boue, etc. Là, on voit que c'est le billard. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Billard, il va se faire opérer parce qu'il a reçu un obus. Entre parenthèses, une femme est là. Forcément, c'est une femme et une bonne sœur qui s'occupe de l'homme. Cette position du care, de prendre soin des autres, c'est une division du travail sexiste. Et les infirmiers sont des infirmières. Oui, ceux qui s'occupent des autres, ce sont d'abord des femmes. Ouais, j'y reviendrai peut-être. Les chevaux, le poids. Bon, donc en fait, il faut justifier, y compris par l'humour, pourquoi on irait faire la guerre. Donc, et le plus souvent, ce que montrent les historiens, c'est que le sport s'est adapté au contexte de l'époque. C'est-à-dire que pour justifier, on le justifiait sur les valeurs dominantes de l'époque. En 14-18, bien sûr, les valeurs patriotiques, puisque c'était la guerre, étaient essentielles. Il s'agissait de défendre son pays. Donc on devait être en forme physiquement, on devait soutenir des poids, on devait être résistant à la pluie, au froid, à la fatigue, pour défendre son pays. Et donc la gymnastique a été mise au service de la nation, de chaque nation, là encore une fois, par l'institution armée, etc. etc. Donc, alors, ça va vous surprendre et sans doute vous effrayer, mais il y a un collègue très connu, Thierry Terret, qui est pour l'instant responsable des Jeux Olympiques 2024, après avoir été notre recteur et un directeur de laboratoire en sciences du sport. Il a montré dans un travail très ancien maintenant que les chants, en même temps qu'on faisait faire de la gymnastique, on faisait chanter, comme chez les scouts. Pour oublier, pour faire diversion, on fait chanter. Quand les gens sont fatigués, dans la troupe, on les fait chanter. Mais on ne les fait pas chanter n'importe quoi. Je vous ai extrait quelques exemples de chants. Vous avez vu, c'est quand même très violent. Gymnastique à nos corps débiles, tu donnes vigueur et santé. Tu nous apprends l'art d'être utile au pays, à l'humanité. On voit bien les valeurs patriotiques sous-jacentes de cette activité physique et sportive. Il faut bien que vous compreniez que le sport n'est jamais que du sport. Il est toujours utilisé, instrumentalisé par des groupes sociaux, en l'occurrence ici la nation, l'armée, qui a envie que ça soit rentable pour un groupe général, une nation. Les Jeux Olympiques de 2024, vous allez vivre 5 années de bourrage de crâne institutionnel terrible. Vous avez déjà commencé. Il y a d'ailleurs des lycées qui sont, des collégiens et des lycées qui sont déjà choisis pour pouvoir être des volontaires en 2024. Et on leur demande de transmettre les valeurs de l'olympisme dans toutes les écoles françaises. Vous comprenez que là, il y a une instrumentalisation politique manifeste et donc vous allez le vivre encore plus. Regardez, les images sont un peu effrayantes. La gymnastique à l'époque, eh bien, c'était au garde à vous, c'était très figé, très en costume, c'était des uniformes en fait. Vous voyez qu'il y avait une instrumentalisation militaire, une militarisation en fait de la jeunesse par l'activité physique. Je ne vous embête pas avec les différences entre activité physique et sport, mais sachez que ça n'a rien à voir. Mais bon voilà, c'est plus pour les spécialistes, ça ne serait pas trop intéressant. Alors, après cette introduction, je vais essayer de vous montrer comment la posture scientifique est tout à fait particulière. Quand on est un scientifique, on n'est pas là pour juger le monde, on est là pour constater ce qui se passe. Quand je vous ai dit là que 2024 c'était quelque chose qui ressemblait à une instrumentalisation politique, je suis limite en termes scientifiques. Je suis quand même, j'outrepasse un tout petit peu ma position. Mais c'est quand même assez flagrant de sélectionner des collégiens pour que dans 6-7 ans, ils soient parfaitement autonomes pour être des super bénévoles pour les Jeux Olympiques.
Ça me paraît quand même une instrumentalisation forcée. Alors, en sociologie notamment, mais pas que, dans toutes les sciences, il s'agit de déconstruire les évidences. En fait, pour être très simple, je m'excuse pour les étudiants qui m'ont déjà entendu dire ça, mais je radote, c'est l'âge. En fait, il s'agit, dès que quelque chose est évident pour vous, je peux vous assurer que c'est faux. Et c'est valable pour moi. Dès que quelque chose m'apparaît évident, la différence entre vous et moi, c'est que mon rôle professionnel, je suis payé pour ça, pas très cher, c'est de forcer à déconstruire mes évidences. Donc dès que quelque chose m'apparaît évident, je m'en inquiète. J'aimerais que vous vous en inquiétez un peu. Alors je vous ai donné des exemples. Dormir, se reposer allongé, dans le noir, dans le calme. Guérir par un rhume par le chaud ou par le froid. Maigrir par le sport. Tout ça, c'est des évidences tout à fait contestables. Il y a des gens, il y a des groupes sociaux qui ont intérêt à vous faire croire ça. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais il faut que vous me suiviez là-dessus. Je vais vous montrer des exemples qui peuvent paraître risibles, et j'aimerais que vous n'en riez pas. J'ai peu de temps, donc je vais faire vite. Voilà des visuels. Je vous ai mis un mix de visuels qui peut prêter à sourire. À gauche, vous avez des militaires à qui on apprend, ou des gendarmes à qui on apprend à nager sur un tabouret. À droite, vous avez quelqu'un qui saute d'une manière manifestement peu efficace. Il est de profil, déjà la largeur de ses hanches fait qu'il perd déjà 40 ou 50 cm par rapport à la hauteur maximale qu'il pourra avoir. Il faudrait qu'il roule sur la barre, mais il n'y pense pas. Il n'est pas débile. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas pensé faire autrement. Qu'il n'était pas valorisé de faire autrement. Et au milieu, ce sont des variations sur les positions de repos au Kusei, en 1819 au Japon. Et, bon d'accord, en haut, je veux bien croire que vous pensiez que comme ça, on peut se reposer. Mais vous voyez que plus on va en bas, on a quand même du mal à voir que là, on se repose. Il est en position assise, là, il est la main sur... On pourrait penser qu'il lit, et il lit. En fait, non, il fait la sieste. Vous comprenez que culturellement, il y a des valorisations, des postures, des positions où on considère on peut se reposer dans cette position-là. Aucun occidental ne peut se reposer dans cette position-là. Là, par exemple. Si tu n'as pas fait yoga première langue, tu ne peux pas te reposer dans cette position-là. Tu vas avoir mal très vite. Nous, on est assis sur une chaise, ce qui pose d'autres problèmes, lombaires, compagnie, sciatique. Mais on n'a pas ces problèmes. On n'a pas, en fait, les articulations des membres inférieurs qui sont suffisamment assouplies. Et elles ne sont pas assouplies physiologiquement, elles sont assouplies culturellement. Allez en Asie, vous allez devenir des personnes en situation de handicap. Parce que sans chaise, sans banc, vous êtes incapable de vous asseoir. Vous allez avoir très vite très mal. D'accord ? Donc, faut que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'en rire. GV, ça veut dire jugement de valeur. Il ne s'agit pas de les juger avec vos valeurs. Il s'agit de, justement, éviter de juger. Et dans le sport et les discriminations, en fait, justement, c'est là que le bas blesse, c'est que les discriminateurs, les personnes qui discriminent d'autres personnes, jugent. Ils passent leur temps à juger, en fait. Il est grand, il est petit, il est gros, il est vert, il est jaune. Et ça, c'est illégal. Je vais vous le montrer maintenant. Mais pourtant, c'est très courant. Et vous allez voir que pour faire la différence entre ce qui est courant légal et ce qui est courant illégal, c'est pas facile. Ça demande un travail, une posture tout à fait particulière. Voilà un exemple qui peut vous étonner. Ça a été fait par une géographe, Edith Marvé-Jules, je ne la connais pas personnellement, où elle a fait un travail qui peut paraître un peu superficiel comme ça. Elle a filmé ce qui se passait dans une cour d'école. Et où étaient les jeunes garçons et où étaient les jeunes filles. Et elle a prouvé que la cour d'école, c'est un espace masculin dominant. Les garçons, les petits, là c'est les primaires, les petits garçons excluent les petites filles. Et les instituteurs, les professeurs des écoles, ne jouent pas leur rôle d'équilibre, on pourrait dire, de rééquilibration de l'espace. Donc vous voyez, il y a un terrain de foot, et bien le terrain de foot, il est monopolisé par les garçons. Donc les filles, forcément, elles sont à l'extérieur.
Et étant à l'extérieur, elle conclut ça comme ça, la collègue, elle dit en fait, tout se passe comme si, en latin, ceteris paribus, tout se passe comme si les petites filles, dès l'école, apprenaient à être sur les bords, sur les marges, à pas faire de bruit, à pas bouger avec un ballon. Vous comprenez que le projet de devenir footballeuse pour une jeune fille, ça commence très tôt. Et très tôt, elle a perdu en fait. Spatialement, à l'école, elle a déjà perdu. Donc si son père n'est pas professeur des écoles dans la même école, il y a peu de chances qu'elle joue au foot dans la cour de son école. Très peu de chances. Sauf si les instituteurs, les professeurs des écoles, ont été sensibilisés à ces discriminations genrées, sexistes, en fait, machistes. Difficile de voir qu'un petit garçon de 3 ou 4 ans est déjà un macho. Et pourtant, il l'est, en moyenne. Quand on enregistre ça, objectivement, il a un comportement d'excluant, discriminant. Il trie, il sépare. À coup d'épaule, à coup d'insultes, à coup de rire, à coup de sarcasme, on va y revenir. D'accord ? C'est intéressant pour que vous compreniez ça. Ça commence très vite, ça commence bien avant la naissance en fait. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais il faut que vous compreniez que le corps, il est façonné bien avant la naissance. Mais dès qu'il est hors du corps de la maman, ça s'empire, on pourrait dire. Alors, je vous ai pris un autre exemple de jeunes qui se sont organisés en conseillers généraux. Hein, vous savez, ça existe, une sorte de démocratie des jeunes, dans le Tarn, là en l'occurrence, qui ont développé toute une communication pour limiter les préjugés. Je vais y revenir, hein, pourquoi je vous parle des préjugés. En fait, c'est par les préjugés qu'on commence à trier, à discriminer. Et donc, le but du jeu, il est un peu naïf, hein. Le but du jeu, c'était d'éradiquer, je vous l'ai surligné en rouge, hein, éradiquer les incivilités. Bon, oui, c'est presque un vœu pieux, quoi. Mais bon, en tous les cas, l'idée, c'était de proposer des affiches qui montraient quelque chose qui est de l'ordre de l'égalité dans les jeux, activités physiques. Donc on voit 2 personnes là, on ne sait pas trop si c'est des hommes et des femmes, des petits garçons, des petites filles. J'arrive pas trop à lire ce qu'il y a en dessous. Là, en fait, la qualité de l'image n'est pas très bonne. Il n'y a que le dopage, on arrive à lire en dessous, c'est écrit danger. Mais donc, vous voyez, il valorise la lutte contre le racisme. Oui, d'ailleurs, c'est un peu maladroit, hein, parce que vous comprenez, il y a mixité d'un côté et racisme. Il aurait fallu mettre antiracisme ou lutte contre... Bref, c'est la manière dont ils l'ont pensé et présenté. La problématique est compliquée. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer, pour limiter les tris, les séparations, les discriminations ? Alors, il y a une campagne de prévention, de lutte contre les discriminations que j'aime beaucoup, qui s'appelle Coup de sifflet. Vous en rappelez peut-être, si vous avez dans le milieu sportif, vous avez peut-être vu ça. Il y a quelques années, ces campagnes étaient, moi je trouvais très très intéressantes. J'aime beaucoup, j'ai un faible pour celle du milieu. Hein. Maman, sa passion, c'est le crochet. Ça, je trouve que c'est très bien vu. Tous les samedis, maman, elle fait des courses. Je trouve ça parfaitement bien vu. Les slogans sont très... Ils jouent sur les mots. Hein. Qu'est-ce que c'est que faire les courses le week-end ? Alors, toutes les enquêtes de sociologie montrent que les femmes ont une difficulté pour prendre du temps pour elles, notamment le week-end. Et la discrimination fondamentale, c'est justement que les femmes ne s'autorisent pas à prendre du temps pour elles-mêmes, notamment le week-end. Donc le samedi, eh bien oui, le samedi, c'est les courses. Mais pas les courses à pied. Les courses pour la famille. On s'occupe, encore une fois, c'est la fonction du care, hein, du prendre soin des autres, des femmes, qu'elles intériorisent très très vite. Donc cette campagne-là était particulièrement bien vue, bien sentie, je trouve, parce qu'elle pointait des valeurs qui sont très facilement partagées. Hein. Qui va faire les courses ? Qui va s'occuper de faire le ménage ? Qui fait du crochet ? Hein. Pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être pas ce que c'est le crochet, mais c'est une technique de couture. Dans la même campagne, toujours, entre parenthèses, j'ai mis à l'université, j'ai mis une version contre l'homophobie il y a quelques années dans les couloirs et elle a été taguée, cette affiche, en sciences du sport. Des étudiants qui m'ont forcément eu en cours, ou qui ont eu des cours de sociologie en tous les cas. Donc c'est pour vous dire qu'on est loin, hein, même à 20 ans, 18, 20 ans, on est encore très loin d'être capable de ne pas juger. Alors on voyait sur le visuel 2 jeunes femmes qui, en tenue de natation, qui s'enlaçaient. Et donc il y a un petit malin ou une petite maline qui a rajouté des poils à l'une des deux, forcément, hein, parce que de Gwyn, forcément, il y en a une qui est une homasse, quoi. Hein. D'accord ?
voyez, là encore, c'est des préjugés qui sont... Quand deux filles s'aiment, on pense qu'il y en a une qui a un rôle masculin. Quand deux hommes s'aiment, on pense qu'il y en a un qui est actif et l'autre qui est passif, sans vous faire de dessin. Ouais, ça, c'est des préjugés. C'est des préjugés qu'on trimballe tous. On pense tous que l'homme est plus actif que la femme. Même quand ce sont deux femmes qui sont ensemble ou deux hommes qui sont ensemble. Ouais, on n'arrive pas. C'est des trucs qui sont incrustés culturellement, très profondément. Là encore, il y a des groupes qui ont intérêt à nous faire penser comme ça. Je pense aux groupes religieux, par exemple, et des groupes politiques, qui ont intérêt à nous faire penser qu'un homme, c'est actif, une femme, c'est moins actif. La version par rapport au... Vous connaissez sans doute moins ces mots-là, hein, c'est un peu du barbare, hein, du néologisme scientifique. Le capacitisme ou le validisme, c'est justement le fait de penser comme évident que quelqu'un qui est moins capable est incapable. C'est ça le validisme. De penser que quelqu'un qui est moins capable, parce qu'il a des incapacités, par exemple neurologiques, hein, ou physiques, d'ordre génétique ou pas, hein, par la maladie ou pas, puisqu'il est moins capable de faire telle ou telle chose, on le pense comme incapable, globalement. C'est déjà un tri, vous comprenez, on est en train de discriminer quand on fait ça. Donc depuis quelques années, en sciences humaines et sociales, on appelle ça le validisme. On essaie de mesurer ce validisme, ce capacitisme. Ça, c'est très compliqué, hein, à lutter contre le fait... dans mon club de tennis de table, par exemple, deux femmes ont voulu participer aux entraînements. Alors c'est un petit niveau, hein, on est au niveau régional 3, c'est un petit club, quoi. Et elles n'ont jamais réussi à s'intégrer. Elles avaient des incapacités notoires, dues à des situations de handicap avérées, hein, par l'institution de tutelle. Et n'empêche qu'on n'a pas su, nous, les intégrer, les faire rester, en fait, dans le club. Parce que, il faut être un peu efficace en compétition. Dans un club qui est dirigé pour gagner en compétition, si on intègre quelqu'un qui n'est pas efficace sur la table, elle va se sentir, on va progressivement l'exclure, mine de rien. Parce qu'elle nous bouffe une table, mine de rien. Vous comprenez un petit peu? Elle nous prend du temps de jeu, du temps d'entraînement. Alors je vous le dis d'une manière un peu brutale pour que vous compreniez que c'est pas facile, hein, d'intégrer du différent, hein, et surtout en termes de capacité. Donc vous voyez, hein, je vous ai noté, hein, tous les pays du monde n'ont pas signé cette convention internationale, hein, des Nations Unies, hein, pour les droits des personnes en situation de handicap. Hein. Vous avez vu, il y a encore une bonne quinzaine de pays qui refusent obstinément et officiellement de signer. C'est-à-dire que pour eux, une personne en situation de handicap, c'est un sous-homme, c'est un sous-être humain. Ouvertement. Donc on est encore loin de... Donc ça, c'était le premier point. Tout ce qui est évident, méfiez-vous. Si c'est évident, inquiétez-vous. Si ça vous paraît évident, qu'on joue mieux avec des cheveux courts qu'avec des cheveux longs, inquiétez-vous. Si vous vous sentez obligé de faire telle ou telle chose parce que ça vous paraît évident, ou que pour vos entraîneurs c'est évident que vous le fassiez comme ça, inquiétez-vous. Il y a sans doute une norme qui s'impose, malgré vous. D'accord ? Deuxième point, je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps, 37 minutes, c'est beaucoup trop long. Deuxième point, je vais passer très vite dans ce cas-là. Il y a une approche, on doit chasser les mythes, avec un Y. Mais les scientifiques peuvent aussi se faire avoir. Je vais vous montrer juste l'exemple. Les enfants sauvages, vous en avez tous entendu parler. Ça, c'est un exemple typique comment les scientifiques, dont c'est pourtant le métier de se méfier de ce qui est évident, etc., de la puissance des groupes, eh bien, pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, eh bien, certains scientifiques, certains sociologues, dont moi-même, on s'est fait avoir en croyant, c'est une très mauvaise chose de croire en science, hein, en croyant à ces histoires d'enfants récupérés par des animaux. C'est un mythe, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'a pas été suffisamment vigilant sur les histoires qu'on nous a racontées. Alors pourquoi on y a cru à ces histoires-là? On y a cru parce que, je vous l'ai mis comme ça, hein, c'est mon complexe par rapport aux mathématiques, les discriminations sont fonction du contexte socio-historique. La question des enfants sauvages, elle n'est pas apparue n'importe où. Elle est apparue en Occident, notamment entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et ça ne vous aura pas échappé qu'au XVIe siècle et XVIIIe siècle, l'Occident blanc a envahi le reste du monde, non blanc, pour le dire vite. Et donc, il paraissait aux Blancs, qui dominaient le monde progressivement, évident
qu'un petit enfant, un petit être humain ne pouvait pas vivre sans d'autres personnes. Et que vivre près de la nature, c'était pas possible. Donc on y a cru à cette belle histoire-là. En fait, c'est le contexte colonial qui nous a incité à penser comme ça, d'une manière insidieuse. Dans les premiers cours que j'ai donnés il y a 25 ans, eh bien, j'ai colporté ce mythe, malgré moi, sans vérifier que ça n'existe pas. Il y a des groupes qui ont intérêt à nous faire croire ça, pour vendre du papier, pour vendre... Ouais. Donc j'insiste pas, allez voir ma collègue Strivet, qui est un spécialiste de ça, une chercheuse belge. Alors les discriminations, puisque je vois que le temps file beaucoup trop vite, les discriminations, elles sont plurielles, c'est-à-dire qu'elles sont sous plein de modalités. Je vous rappelle, c'était le titre de mon ouvrage, entre inégalité, discrimination et inégalité, une sorte de cercle vicieux qui est très difficile à repérer. Il est très difficile parce que les motifs de discrimination sont très très nombreux. Actuellement, ils sont plus de 20. En fait, ils sont une infinité. Dans la loi, ils sont... Si on lit d'une manière trop superficielle la loi, on pense qu'il n'y a que 20 critères. En fait, il y en a beaucoup plus, parce que dans les formulations de la loi, c'est ou religion, ou syndicale, ou des croyances, ou des... Donc si c'est ou, ça veut dire que ça multiplie, forcément. Alors, la référence scientifique la plus simple pour comprendre ça, je n'ai pas trouvé de diapo en français, pour que vous compreniez ce que c'est une discrimination par rapport au reste. Les stéréotypes, c'est donc les catégories qu'on utilise qui nous permettent de penser le monde. Il y a des jeunes, des vieux, des enfants, d'accord ? Ça, c'est une catégorisation qui est obligatoire. Tout le monde catégorise. Tout le monde stéréotypise. Le danger, c'est quand on passe du côté, c'est un faux ami, préjudice en anglais, c'est préjugé. C'est que là, on intègre de l'affectif dans le classement. La catégorisation, c'est normal. Le problème, c'est quand on met de l'affectif dans le classement. Que les blancs sont plus beaux ou plus moches. Que les valides sont plus désirables. Vous voyez, on met de l'affect là-dedans. Et les discriminations, c'est en termes comportemental. C'est ce qu'on fait par rapport à ces personnes. Donc l'auteur qui n'a pas travaillé là-dessus, mais qui m'aide moi à comprendre ça et à vous expliquer ça, c'est Gordon Allport de Cambridge, qui a proposé une hypothèse très intéressante et surtout ce schéma. Je vous ai fait une étoile de David par provocation, pour vous montrer que, en fait, le processus discriminatoire, il commence par ce qu'il appelle, enfin c'était traduit comme ça en français, l'antilocution. L'antilocution, c'est un mot compliqué pour dire c'est la blague. On se moque d'eux, c'est la raillerie. En fait, le processus de violence discriminatoire commence par la blague. Moi, Dieu sait que j'adore blaguer et que j'adore les humoristes. Cette fonction de l'humoriste est très intéressante. Vous avez compris qu'il y a des humoristes qui sont très mal vus actuellement parce qu'on considère qu'ils vont trop loin. Eh bien, en fait, dans les groupes sociaux, quand on commence à se moquer d'un individu et le mettre dans une catégorie, Dieu sait que j'aime rire, encore une fois, mais ça peut être le début d'une spirale infernale discriminatoire. Alors, pourquoi ? Parce que si on considère que l'autre, il est incapable, il est peu capable sur un terrain de foot ou sur une table de ping-pong, eh bien, on va l'éviter. On va éviter de s'entraîner avec lui, puisqu'on va perdre de niveau, forcément, s'il est nul. Tu ne vas pas jouer avec un nul, tu ne vas pas t'entraîner avec un nul. Donc, tu vas le mettre à l'écart. Tu vas le faire jouer avec d'autres nuls. Tu vas créer un groupe de nuls. Donc, vous voyez, on passe de l'antilocution à l'évitement. Et puis, c'est ça le traitement différent. C'est qu'on ne va pas le mettre en groupe pour les compétitions le week-end. Puisqu'il est nul, il s'entraîne avec des nuls, donc il reste nul. Donc il ne peut pas jouer. Donc là, on est dans la discrimination, on traite différemment quelqu'un. Il ne peut pas être dans l'équipe. Et puis ensuite, s'il commence à revendiquer une place dans l'équipe, on va peut-être l'attaquer. Puis s'il revendique un petit peu trop, on va le tuer. Au Brésil, il y a plusieurs morts par jour sur ce principe-là. Vous avez entendu parler qu'un député a quitté le pays récemment. Le seul député ou sénateur, équivalent des sénateurs homosexuels déclarés, a préféré quitter sous les menaces. Les menaces, c'est l'attaque. Il a craint pour sa vie. Ouais. Ok. Alors, les formes discriminatoires, elles ont été mises en schéma,
mis en affiche par des étudiants de graphistes il y a quelques années. Et je vais vous montrer quelques affiches, je trouve assez intéressantes. Là, vous voyez que tous les critères sont rassemblés sur un être humain mixte. L'âge, le sexe, le patronyme, le nom, le prénom, la situation de famille, être célibataire ou pas, être marié, pas marié, mais l'orientation sexuelle, bien sûr, etc. Tout ça, c'est des critères qui sont interdits par la loi. On ne peut pas discriminer. Donc il y a quelques visuels que je vous montre. Celui-ci, pas très bien en termes de visuel là, mais c'est juste pour vous rappeler les catégories qui sont discriminées. Handicap, homosexualité, nos idées, être jeune, être malade, être monoparental, être seul, etc., etc. Alors la suite logique, je suis désolé, normalement j'ai terminé mon temps, donc je ne sais pas si j'ai plus de temps. Donc, vous connaissez tous les mots de racisme, de sexisme, d'homophobie. Être raciste, au sens de la loi, être raciste dans son fort intérieur, tout ça dans ses toilettes, c'est pas illégal. Ça devient illégal si tu commences justement à être dans ce processus-là entre discrimination, entre évitement de discrimination et attaque. Si tu n'attaques pas, tu peux être homophobe, tu ne seras jamais embêté. Par contre, si tu commences à attaquer verbalement ou physiquement, eh bien, normalement, tu dois tomber sous le coup de la loi. Le problème, c'est que c'est très difficile à prouver. Le coût pénal est très important, je vous le rappelle, 45 000 €, 3 ans de prison pour une discrimination. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, 75 000 €. Et la difficulté, c'est que si on fait des enquêtes, je vous montre, j'ai trop rajouté de choses, je suis désolé. En Europe, vous voyez, par exemple, une enquête récente, Eurobaromètre, que vous pouvez trouver sur Internet, montre que c'est la manière dont on pense que les discriminations sont multiples. Quand on pose la question aux gens, est-ce que vous pensez que dans votre pays, les discriminations multiples, c'est-à-dire pour l'orientation sexuelle, pour je sais pas, les opinions politiques, etc., sont courantes dans votre pays, vous voyez que la France elle est plutôt très mal cotée. Elle est dans les pays les plus où on considère qu'il y a le plus de discriminations multiples. Bizarrement, à l'est de l'Europe, c'est beaucoup plus clair. Il faudrait m'expliquer, et je pense qu'il y a quelque chose en termes de... Il y a un petit problème d'enregistrement de données. Je vais vous montrer, je vais terminer par là, pour vous, sinon ce sera trop long, des exemples célèbres de discrimination et de réaction aux discriminations. Je rebondis sur le film Free to Run, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La première femme qui a participé à un marathon, c'était en 67 à Boston, c'était Switzer, et je vous montre le visuel tout de suite. La personne en noir derrière, c'est Jock Sample. C'est un des organisateurs de ce marathon de Boston. Il a essayé de lui arracher son dossard en lui disant, je vous le fais en français parce qu'en anglais je suis nul, tirez-vous de ma course, course organisée par les hommes, pour les hommes, par les blancs, pour les blancs, à Boston, en 67, je vous rappelle. Le contexte est important, le contexte socio-historique, la lutte pour les droits des Afro-Américains, on n'y est encore pas, c'est avant Mexico, avant le point levé sur le podium. Donc, tirez-vous de ma course et donnez-moi ce numéro. Il a été en fait, on le voit dans la photo d'après, vous pouvez regarder sur Internet, il a été, cette personne en noir, bousculé par un coup d'épaule par l'ami de cette coureuse qui était juste un lanceur de marteau. Le mec... Donc finalement, elle a pu continuer sans problème. Mais le problème, c'est que là encore, si tu es une femme, si tu n'es pas défendue par un homme, on retombe dans une autre discrimination. Un deuxième exemple qui est très, très, très connu, c'est les Jeux homosexuels qui se sont déroulés cet été à Paris. Je ne dirais pas dans l'indifférence générale parce qu'il y avait beaucoup de monde. Les Jeux homosexuels, les Gay Games, rassemblent énormément de personnes, plus de personnes que les Jeux hétérosexuels, qui ne sont pas dits hétérosexuels, mais qui sont CIO. Organisé par le CIO. Et une autre controverse de discrimination qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des logos, des mascottes qu'on peut arborer comme ça sur nos t-shirts, sur les produits dérivés des clubs. Il y a une controverse très célèbre aux États-Unis sur les peaux rouges, les African-Américaines, les Native Americans, les premiers Américains, avant justement la colonisation.
Et donc ce chef Osceola, là, il est mort de la malaria à la suite d'une lutte armée contre l'État américain. Il a été mis au cachot, il en est mort. Et pour la petite histoire, son corps a été déterré par un bon médecin américain, Frederick Whedon, qui l'a décapité pour embaumer sa tête, pour la mettre dans un musée. Vous ne pouvez plus la voir, cette tête, parce que le musée a brûlé. Ce qui me dérange dans cette approche, c'est que cette tête de Peau-Rouge, elle est reprise par des franchises, notamment de football américain, et ceux qui dirigent les franchises de football américain sont des bons blancs qui gagnent beaucoup d'argent sur ces logos, sur ces produits dérivés. La figure à droite, c'est la figure la plus critiquée par les natives américaines et les syndicats et les associations d'Amérindiens, parce qu'on considère que ce regard niais, là, ce sourire un peu bêta, est très très malvenu. Bien sûr, il rappelle en France le Yabon Banania, hein, la version black de cette discrimination, en fait, de ce traitement différent. Alors, je vous donne quelques derniers exemples que vous connaissez peut-être de nom. En football, Raymond Kopa, Ballon d'Or 58, 18 buts en équipe de France sur 45 matchs, dont les grands-parents venaient de Pologne, après le premier conflit mondial, eh bien, est connu sous le nom Kopa. Or, Kopa, c'est pas son nom. Le vrai nom, c'est Kopa Zieski. C'est-à-dire qu'il a préféré dissimuler son origine polonaise plutôt que de se revendiquer, être fier d'origine polonaise. Ça dit donc quelque chose en termes de traitement différentiel. Il était appelé, pour la petite histoire, le Napoléon du football. C'est quand même une boutade assez intéressante, hein, qu'un Polonais se fasse traiter de Napoléon. Gullit, un joueur néerlandais, hein, lui était appelé la tulipe noire. Et il n'a pas pris le nom de sa mère, parce que Dil, ça rime avec fesse en hollandais. Et donc pour lui, il a préféré prendre le nom de son père, qui n'était pas du tout hollandais. D'accord. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants à vous de savoir et d'être vigilants sur cette question de discrimination. Se développent depuis quelques années des jeux alternatifs aux jeux du CIO. Je vous en ai donné 2 exemples. Bien sûr, je vous ai parlé des Gay Games. Vous irez voir si ça vous intéresse. Il y a les jeux musulmans, qui sont d'ailleurs de plus en plus tolérés par le CIO. C'est-à-dire que les personnes qui participent à ces jeux pour les musulmans, il faut montrer une carte, je ne sais pas, hein. Sans doute, il faut réciter. Hein. Je ne sais pas comment ils font pour sélectionner. Hein. Comment tu sais que tu es musulman, hein? Pas facile d'avoir la carte du parti. Hein. Ouais. En tous les cas, ils sont d'accord sur les critères. Pour eux, ça paraît évident. Je vous rappelle que dès que c'est évident, je vous rappelle que les musulmans sont plus souvent noirs, plus proches du noir de peau que du blanc de peau. Il y a plus de musulmans en dehors des pays qu'on considère évidemment comme musulmans. Hein, c'est en Indonésie qu'il y a le plus de musulmans. Ouais. Attention, dès que c'est évident, vous vous trompez. Allez chercher les informations. Donc il y a des jeux pour musulmans. Alors je ne vous ai pas mis musulmanes, hein, parce que tous les pays qui organisent des jeux musulmans n'acceptent pas que des musulmanes y participent. En tous les cas, quand ils acceptent des musulmanes, ils les acceptent dans une certaine tenue, qui n'est pas la même que les tenues pour les musulmans. Donc là, il y a une discrimination à l'intérieur même du truc. Ouais. Et il y a des jeux de l'Arctique, allez voir sur Internet, des jeux de l'Arctique pour les personnes qui vivent au-delà de tel méridien, qui se développent en guerre frontale, par exemple avec les autorités du Canada, hein, et les autorités du Canada traînent la patte pour reconnaître, mais ça y est, ils commencent à organiser des jeux. Donc des jeux très intéressants d'ailleurs en termes d'entraide, de solidarité et de compétition. Alors, en termes de sociologie, je terminerai là-dessus, donc sans faire le 3e point. Il faut que vous pensiez, là encore, de manière un peu fine. Je vous rappelle que le scientifique, il n'est pas là pour juger la réalité. Qu'il y ait des jeux musulmans ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il y aurait des discriminations qui seraient maintenues dans tel ou tel jeu, dans telle ou telle compétition. Et là, ça deviendra un objet d'étude. OK ? Alors, ça a été étudié par plein de collègues, ça, je le montre dans cet ouvrage. La pratique entre soi, entre musulmans, entre gays, entre femmes, entre gros, entre petits, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est même prouvé que
jouer entre soi, faire du sport avec des personnes qui sont proches de vous, a un rôle protecteur, peut renforcer votre estime de soi. Et surtout, ça a été prouvé notamment en Allemagne et en Grèce, que les musulmans, les immigrés notamment, turcs en Allemagne par exemple, qui s'organisent en championnat turc en Allemagne. Il y a la même chose au Pakistan, les Pakistanais, les immigrés pakistanais en Angleterre, au Royaume-Uni. Ils organisent leur propre championnat de foot, de cricket, de ce que vous voulez. Eh bien, ça ne les exclut pas de la communauté nationale. Au contraire, ça leur permet de s'intégrer davantage, parce qu'ils doivent chercher des financeurs, etc., des terrains, construire des terrains. Et donc même la période, la phase d'entre-soi, qui peut protéger, n'est pas inquiétante en soi pour l'équilibre national, on pourrait dire ça comme ça. Le deuxième point, c'est que, donc, je viens de vous le dire un peu, c'est que ça peut permettre aux musulmans, aux gays, de récupérer une fierté, d'être comme ils sont. Donc, s'il y a moins de suicides, moins de meurtres, moins de violences, c'est tout bon. Troisième point, c'est que ça a été prouvé, le fait de passer par ces 2 premières étapes est un très bon moyen d'intégrer la communauté nationale. C'est-à-dire que tous les joueurs qui d'abord commencent par un groupe communautaire, le plus souvent, à un moment donné, quittent ce groupe communautaire, pour X raisons. Et donc deviennent après, entrent dans une sorte de logique d'assimilation un peu plus. Restent pas dans leur communauté. C'est ce qui fait très peur en France. C'est le fait que les gens pourraient rester entre eux. En fait, c'est pas ce qui se passe. C'est beaucoup plus souple que ça, la réalité. Mon mot terminal, pour ne pas dépasser trop de temps, ça serait de vous dire ça. Danger, les discriminations sont partout. Vous allez discriminer, je discrimine, tous les jours. Malgré le fait que ça soit mon taf, et je suis même spécialiste de cette question, il est rare qu'en une semaine, je ne discrimine pas. Malgré moi. Donc ça, première chose. Les discriminations, c'est un risque permanent. Donc il va falloir que vous soyez très sensible à ne pas vous moquer, à tourner peut-être plusieurs fois votre langue dans votre bouche quand vous voulez sortir une blague, qui peut être très mal interprétée. Et deuxième chose, et c'est là où c'est encore moins marrant, et c'est le problème de la sociologie, entre guillemets, qui malheureusement constate que ça avance pas très vite, c'est que les discriminations sont maintenues, elles sont illégales, je vous rappelle, mais elles passent très peu souvent devant les tribunaux. Et c'est pire que ça. Si jamais vous subissez des discriminations multiples, vous avez très peu de chances de réussir à défendre votre point de vue devant les jurys, devant un jury, devant un tribunal. Il vaut mieux, pour vous défendre en France actuellement, préciser, indiquer qu'une seule discrimination, par exemple homophobe. Si vous rajoutez à homophobe un sexisme, par exemple, eh bien, ça va être moins rentable au tribunal. C'est bizarre, mais c'est un constat implacable. C'est plus difficile à défendre. Et donc de gagner, je vous rappelle, c'est un droit. C'est une réparation. Et pourtant, en France, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc en fait, la situation est très compliquée. Par exemple, si on reste sur le terrain du foot, parce que vous commencez à vous dissiper, il y a des responsables de clubs de foot qui ont été misogynes, sexistes. Ils n'ont même pas été sanctionnés. Même pas par leur ligue, même pas par la fédération. Au contraire, ils ont même été valorisés par les médias. Il m'est arrivé peu souvent, parce que je refuse maintenant le plus souvent, après notamment une terrible émission sur l'équipe 21, où j'ai été vous essayerez, si ça vous intéresse, c'est disponible sur Internet, vous essayerez de trouver qui était le plus misogyne autour de la table, en direct, et devant les caméras, il a pourtant prononcé un discours tout à fait ouvert à la différence. Et en coulisses, au maquillage, il a été d'un sexisme. Même moi, je n'oserais pas faire ça. C'est pour vous dire. Par contre, dès que la caméra a tourné, là, c'était monsieur propre. Tout allait bien au foot, il n'y avait pas d'homophobie, il n'y avait pas de sexiste, ça n'existait pas. Donc, entre le discours officiel, manifeste, et ce qui se passe concrètement, en sous-cap, parce que maintenant, vous allez être... vous risquez là en fait une amende, tout simplement, si vous discriminez. Eh bien la réalité est quand même assez loin de l'égalité des traitements. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif à ma proposition.
Bien, merci en tout cas pour cette présentation, pour cet exposé. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont assez spontanément se poser. Pour intervenir, ce que je vous propose, c'est d'utiliser les micros qui sont sur les tables. Il s'agit d'appuyer sur le petit bouton et une fois que vous avez terminé, de bien penser à éteindre. Voilà. Donc, qui souhaite intervenir là? Juste en transition, si vous voulez, je vous ai mis une initiative du gouvernement, d'un gouvernement sur ce qu'ils appellent le spectre de l'inclusion, parce que j'avais toute la partie sur l'inclusion, je voulais vous évoquer, qui montre la variété des positions. Voilà, donc en gros, vous avez 6 manières de faire par les associations sportives, les fédérations, les ligues, les gouvernements, les responsables politiques, etc., etc. Les acteurs eux-mêmes, les sportifs. Vous avez donc la première partie, c'est en haut, ceux qui ne font aucune modification, quelle que soit la situation des gens, valide, pas valide, grand, petit, gros, maigre, malade, pas malade. L'activité est comme ça, on l'applique comme ça. Ok ? Tu t'adaptes pas. C'est pas forcément négatif. Je vous rappelle qu'en science, on n'est pas là pour... Donc là, par exemple, c'est une proposition gouvernementale. Je n'ai pas à juger. D'accord. Deuxième catégorie, là, on apporte des modifications mineures. Bon, c'est par exemple, pour ceux qui ont du mal à tenir une boule de billard, ou une boule de bowling, pardon, on leur met pas une prothèse, mais quelque chose qui ressemble à un moyen technique qui leur permet d'adhérer, une ventouse, que sais-je. D'accord ? Troisième, la catégorie, c'est où là, il y a des modifications qui sont considérées par le mouvement sportif comme majeures. Par exemple, au lieu de lancer un poids comme ça, on a le droit de tenir un pieu, un fichier dans le sol, qui fait que, parce que, par exemple, la personne n'aurait pas de jambes. Vous voyez ? Donc ça lui donnerait... d'accord, modification considérée comme majeure. Est-ce qu'il y a une équité, une égalité de traitement ? Bien sûr que non. Puisque dans cette troisième catégorie, on considère qu'il faut modifier d'une manière majeure. En dessous, vous avez les activités qui sont organisées pour les personnes, par exemple, en situation de handicap, en fauteuil roulant, je prends l'exemple là, mais vous pouvez y participer même si vous n'êtes pas invalide des membres inférieurs. Donc vous devez vous adapter aux règles de l'incapacité des autres, entre guillemets. Ce qui est très compliqué pour ceux qui ont essayé. Quand tu es valide et que tu dois utiliser un fauteuil roulant, c'est un truc. Même si tu te crois en forme, en fait, là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout en forme. Notre corps n'est pas du tout adapté. Et enfin, l'autre, c'est où on peut faire participer les personnes qui sont manifestement différentes, qui sont reconnues par une institution comme étant différentes. Par exemple, une institution médicale. La personne, elle a tel handicap, génétique ou acquis, mais là, on lui donne un rôle qui n'est pas un rôle de sportif, mais un rôle, par exemple, d'arbitre, de surveillant, de gardien, d'entraîneur, un autre qui est moins exigeant d'un point de vue physique. D'accord ? Et enfin, la sixième catégorie, en gros, là où les jeux sont à part, les jeux sont organisés pour des gens différents. Le traitement, il est différent entre soi, quelle que soit la différence. Donc c'est assez intéressant. Si tous les entraîneurs avaient ça en tête, tous les enseignants de PS avaient ça en tête, je pense que ça leur permettrait de relativiser les règles de l'activité handball ou athlétisme, saut en longueur. Ça leur permettrait de considérer que si un jeune lance le javelot de telle façon, après tout, même s'il n'est pas historien, il peut peut-être éventuellement proposer que tout le monde lance de cette façon. Et donc, suivant la catégorie, la modification, jusqu'où tu irais. Donc voilà, je voulais juste vous... très clairement, cette diapo-là, parce que j'ai mal géré mon temps aussi, mais même en master, par exemple, je l'ai jamais bien utilisé, parce que je pense que c'est une piste intéressante de formation et de vigilance, en fait, sur jusqu'où on peut aller pour adapter l'environnement sportif aux différences. Mais encore une fois, à titre personnel, j'ai pas réussi dans mon club valide. J'ai jamais réussi à faire admettre à mes collègues qu'on pouvait adapter les règles, par exemple. J'en suis désolé, à titre en tant que citoyen. Mais voilà. Je ne l'ai pas imposé non plus. J'aurais pu,
J'aurais pu décider, à un moment donné, soit c'est comme ça, soit je quitte le club. Je n'ai pas ce pouvoir-là, mais vous voyez, à un moment donné, j'aurais pu décider de, je sais pas, un entraînement par mois, eh bien, on le fait de cette manière. Vous voyez ? Et souvent, en fait, on est petits bras dans cette inclusion. On se croit ouvert, moi le premier, je me pense particulièrement ouvert, et en fait, on ne l'est pas. On est limité par nos routines professionnelles, nos routines quotidiennes, et ce spectre-là, je pense qu'il peut vous donner une sorte de paysage des possibles. Et je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Voilà, ça c'est juste... Mais on peut partir sur complètement autre chose. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Parlez bien fort, je vous rappelle. Ouais, j'avais une question par rapport justement, comme on évoque là, l'importance que peut avoir l'inclusion dans le monde sportif. Comment vous voyez le rôle du monde sportif par rapport à d'autres milieux, par exemple artistique, théâtral, le rôle du sport pour l'inclusion, comme il y a cette mise en jeu corporelle avec un but fini. Par exemple, on parlait des compétitions spéciales pour les valides ou les handicaps. Il y a, par exemple, en compétition théâtrale, le but est moins défini. Comment vous voyez justement le milieu sportif par rapport à ces questions-là ? Que le rôle, enfin le but soit moins défini, mais il est différemment défini. Je vous répondrai de deux façons. Il n'y a qu'à voir que les facultés de sciences du sport, parce qu'elles s'appellent le plus souvent comme ça, s'appelait avant des UFR, activités physiques et sportives et artistiques. Le plus souvent, le « et artistique », mine de rien, il passe à l'as. Et vous le voyez, très clairement, vous le voyez dans les emplois du temps. Les profs ne sont pas renouvelés. Bref, il y a tout un tas de freins à cette ouverture, déjà que là. Pour les étudiants qui, normalement, devraient avoir cette ouverture. Donc déjà, ça commence pas bien. Après, je pense que le milieu artistique est très, très, très dynamique, en fait, et qu'on le connaît mal. Moi qui, en restant dans mon rôle de scientifique, ai pu assister à des thèses, des jurys de thèses en sciences de l'art, j'ai découvert des réflexions, des actions, des très, très, très étonnantes. Et encore une fois, je pensais que j'étais assez ouvert. Et là, je me suis rendu compte que non, en fait, ils ont... dans le milieu sportif, on est resté sur des logiques très, 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 très limitées. Et les Jeux Olympiques, malgré le fait qu'elles intègrent des nouvelles disciplines, restent très, 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 très limitées, en fait. Très, très limitées. On tolère... c'est des enjeux géopolitiques, économiques, qui téléguident les choix, et pas des enjeux d'épanouissement personnel ou d'ouverture à la différence. On n'est pas du tout là-dessus. Quand on intègre telle ou telle activité au CIO, c'est pas du tout pour le plaisir de partager. C'est pas du tout ces enjeux-là c'est vraiment des rapports lobbyistes très puissants. Des volontés d'autonomie ou d'hétéronomie, pour jargonner un petit peu. Il y a des fédérations, des groupes sportifs, des groupements sportifs qui ne veulent surtout pas devenir olympiques parce qu'ils perdraient en autonomie. Et donc, ils maintiennent leur organisation. Mais vous voyez, je pense par exemple à l'escalade qui a résisté pendant 30 ans à l'olympisation, c'est fini. Et donc, les grimpeurs sont obligés de s'adapter. Alors bon, la danse, effectivement, les danses, puisqu'il y a plein de sortes de danses, eh bien, elles s'organisent souvent différemment et d'une manière très riche, mais il y a j'allais dire, si je suis très méchant, il y a du sexisme, du racisme en tango comme en football. Argentin ou pas, le tango, ou le football. Donc vous voyez, en fait, la réalité est beaucoup plus complexe qu'on croit tout le temps. Et les institutions sont beaucoup plus simplistes qu'on croit, malgré, je sais pas comment dire. C'est pas déplorable, je devrais pas le dire, mais c'est très très limité en fait la manière dont une institution, elle fonctionne pas pour le bien-être des gens qui participent à l'institution. Elle est dirigée par des groupes qui ont intérêt à maintenir l'institution sous cette forme-là et pas sous une autre forme. Le bien-être des gens, le plaisir partagé, la réduction des inégalités ou l'augmentation des égalités, c'est pas du tout.
Et on peut même aller très loin, hein, y compris parfois sans doute dans des fédérations qui se veulent beaucoup plus ouvertes. L'être humain, dès qu'il est en groupe, ne pense pas forcément au bien-être. Hein, les enjeux qui sont mobilisés sont des enjeux égoïstes, des enjeux d'orgueil, des enjeux de prestige, ce qu'avait bien montré Norbert Elias ou Erving Goffman dans un autre ordre d'idées. En fait, on est dirigé par des sentiments. Si je suis... des sentiments de puissance, de reconnaissance, vous voyez, c'est ça qui mène le monde, en fait. C'est pas tellement... c'est pas le bien-être de tous, ou la meilleure qualité de vie, ou un mieux-être pour tous. Ça se saurait. Ça s'empire, hein, si je veux faire des jeux de mots. Donc, je veux pas apparaître trop négatif, hein, mais, parce qu'il y a plein d'actions. Mais c'est des actions qui sont des effets retard, j'allais dire. C'est mieux que rien, on va dire. Mais bon, les Jeux de l'Arctique, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Ils ont une reconnaissance moins pire qu'avant. Mais après des décennies, ils ont été détruits, ils ont été instrumentalisés par des lobbies. Qu'est-ce qu'il en sort? C'est complètement autre chose que... Là aussi, il faut se méfier d'un passé qui serait valeureux, qui serait merveilleux. Mais la marche du monde, elle est quand même une marche forcée avec des enjeux essentiellement économiques. Je pensais à ça avant de venir, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais par rapport à la dégradation, entre guillemets, le film L'aile ou la cuisse avec de Claude Zidi, Tricatel, on en rigolait il y a 40 ans. Ouvrez votre frigo. On y est. On est dans du Tricatel, en fait. Il a suffi de 40 ans pour qu'on passe de la saucisse traditionnelle à autre chose, quoi. Il y a de la saucisse végane. Il y a des super concepts. Il y a vraiment des super concepts. Donc, c'est pas... Ça nous écarte un peu mais vous comprenez, on est capable d'innovation extraordinaire, mais on maintient des ségrégations d'une manière extraordinaire. Sur la planète, les discriminations sont phénoménales. Elles sont gigantesques. Dans les pays où il y a une inflation incroyable, où actuellement il y a un vote qui est en train de se décider dans un certain pays, où un repas au restaurant correspond à 3 mois de salaire moyen. Forcément, les Occidentaux qui vont dans ce pays, le risque qu'ils se fassent détrousser est quand même important. Puisqu'à chaque fois qu'ils vont manger, c'est 3 mois de salaire pour les gens qui sont autour. Vous comprenez bien que ça peut attiser un petit peu la... Eh bien, le marché du sport est un marché très très convoité. Et c'est le même principe. Tout le monde veut sa part du gâteau. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui détiennent la part du gâteau du sport qui se vend bien, n'ont pas du tout envie de partager ça. Hein. Pas du tout. Hein. Ils n'ont pas intérêt, surtout. Donc, ils ne vont pas le faire d'une manière gentille. Hein. Curiosité quand même. Tu disais que les pratiques entre soi n'ont pas vocation à rester des pratiques entre soi, que c'est un petit peu un tremplin pour autre chose. Alors comment le besoin de la pratique entre soi, c'est pour se rassurer, c'est... Sur les situations que j'ai pu... Sur les situations que je n'ai pas analysées mais que j'ai pu lire pour cet ouvrage-là, les situations des immigrés, parce que je pense à ça, elles sont quand même tout à fait précaires, tout à fait. Et donc le fait de pouvoir se solidariser, c'est une très bonne chose. Ceux qui travaillent, mes collègues qui travaillent auprès des migrants, ils se rendent compte que les migrants ont des capacités d'adaptation mais phénoménales. Et donc c'est vrai que ça paraît logique
à leurs yeux, de s'accoupler, entre guillemets, hein, d'entretenir les relations entre les personnes en qui ils ont confiance. Dans les centres de rétention, il y a des guerres territoriales terribles entre telle ou telle minorité. Parce qu'il y a des marchés, y compris des marchés de la solidarité, qui sont plus ou moins licites, enfin, qui sont très souvent complètement illicites, mais qui montrent aussi leur capacité d'adaptation. Et donc, ces personnes-là ont des atouts qui ne sont pas forcément des atouts qui sont bien vus par l'État français, mais qui sont des atouts qu'ils mettent en œuvre. Et on les parque. On les parque. Donc on est très loin d'être dans l'ouverture. Hein. Il y a encore 15-20 ans, l'idée de parquer des étrangers serait passée pour une abomination du Front National. Ben, c'est ce qu'on fait. Hein. Tout près d'ici. On n'arrête pas de faire ça. Il y a des pays qui utilisent même ça comme instrument politique, sans les nommer. Il y a quelques années, il y a une personne qui a été élue qui a construit des prisons pour mettre tous les prisonniers politiques. Au vu de tous, tout le monde le sait hein, dans le monde. Pas de problème. Il y a des disparitions tous les jours, des dizaines de milliers de personnes qui sont enfermées, pour aucune raison valable, sauf que le fait qu'elles soient opposées aux dirigeants actuels. Et donc, c'est pas les dictatures. Ce dont je vous parle là, c'est même pas considéré comme véritablement une dictature. Donc, imaginez dans les dictatures. Donc, on n'a pas de leçon à donner, hein, très clairement. Si vous connaissez un peu le monde des prisons ou des centres de rétention, on n'a vraiment pas de leçon à donner à personne. Et d'ailleurs, on est épinglé hein, par Amnesty International très régulièrement. Et ça ne change pas grand-chose, au final. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être négatif. Hein. Je ne suis pas pessimiste. Les étrangers qui sont en France, et je garde cet exemple-là, ont des atouts extraordinaires. Extraordinaires. C'est une richesse pour notre pays. Maintenant, c'est pas le choix. On ne fait pas le choix de les aider, on fait le choix de les parquer et de les écarter. On les trie. C'est même plus de la discrimination, là, à ce niveau-là. Hein. Là, on est dans une forme de parquage. Moi, j'appellerais même pas ça de la discrimination. On est au-delà, là. On est dans dans la logique de Allport, après discrimination, c'est crime. Hein. Il faut aller plus finement, sans doute, dans la catégorie, mais bon, il y a des... Ça, c'est pas un abattoir, mais... C'est une forme très brutale de gestion des populations. Donc les sports actuellement sont sensibles à l'égalité homme-femme, par exemple. Mais pour des raisons bassement économiques. Pas pour des raisons d'égalité. Parce que si un club veut se maintenir, ben, il faut qu'il montre qu'il fait des actions en faveur des féminines, qu'il fait des actions en faveur de telle ou telle catégorie de population qui est ciblée à un moment donné par le pouvoir politique ou sportif. C'est bizarre de terminer comme ça, mais c'est... On m'a accusé hein, de noircir le tableau. Mais je suis très en deçà de la réalité, très très en deçà de la réalité. Parce qu'en fait, les personnes discriminées, si je suis un peu trivial, elles l'ouvrent pas. Elles s'auto-excluent, elles s'auto-éliminent. En fait, les personnes discriminées, elles sont pas là. Elles parlent pas. Elles parlent beaucoup moins que la moyenne, donc elles sont beaucoup moins visibles. Et donc elles s'écrasent. C'est une minorité qui ne l'écrase pas. Hein. Vous avez conscience que quelles que soient les catégories de différence, c'est une minorité. Si on prend les homosexuels, si on prend les personnes malades chroniques, si on prend...
les Amérindiens. C'est toujours une minorité une toute petite minorité, pas n'importe laquelle. C'est pas les plus désœuvrés, bien sûr, qui peuvent prendre la parole. Il y a toute la masse des personnes qui prennent pas la parole, qui ne pensent même pas à prendre la parole. C'est Pauvre Martin de Georges Brassens, quoi. Hein. C'est la chanson, quoi. Il y a des gens qui traversent la vie invisibles. Jamais ils penseraient, ils ont les moyens de s'exprimer sur leur mal-être, sur ce qu'ils ont vécu. Et si tu ne travailles pas professionnellement ou bénévolement, si tu n'as pas une action vers ces populations les plus désœuvrées, tu ne les vois pas. Hein. Elles sont invisibles, en fait. c'est une sorte de... Même pas de tiers-état, c'est une sorte de... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Et elles laissent pas de traces, en plus. Elles laissent peu de traces. Donc pour les historiens du futur, enfin, dans quelques années, elles trouveront même pas de traces de ces personnes-là, parce qu'elles n'impriment pas. Merci à vous.